Bonjour à tous. Alors, dans le cadre de la thématique du peuple qui est proposée par le festival cette année, je vais vous parler d'imagerie populaire. Donc, moi, ça a été dit, je travaille au musée de l'image à Épinal, musée qui conserve un important fonds d'images qu'on désigne par le nom donc, du coup générique d'imagerie populaire. Alors attention, il y a une erreur fréquente qu'on fait souvent. On pense que le musée ne conserve que de l'imagerie d'Épinal. Or, le musée a vocation à conserver de l'imagerie de tous les centres imagiers, quels qu'ils soient, et Dieu sait s'il y en a à travers l'Europe et même ailleurs. En fait, je me rends compte qu'on emploie ces expressions d'art populaire et d'imagerie populaire sans véritablement, finalement, se demander ce que populaire signifie. Vous remarquerez d'ailleurs que le mot populaire n'apparaît pas dans le nom du musée. Et ce retrait volontaire du mot et du coup son remplacement par le terme d'image manifeste justement la volonté qu'a le musée, depuis son ouverture donc en 2003, de remettre en fait en cause les traditionnelles frontières qui peuvent exister entre les différentes formes artistiques. Donc son but est certes d'étudier l'imagerie populaire, mais aussi et surtout, son but est de l'inscrire en fait cette imagerie dans un univers d'images en fait plus large et en fait en ne considérant pas l'imagerie populaire comme une création artistique en fait à part entière et réalisée en vase clos. Et c'est sur quoi j'aimerais que l'on s'interroge aujourd'hui. J'aimerais qu'on se demande en fait ensemble si le terme populaire est véritablement en fait pertinent pour désigner ces imageries et quelle notion ce terme va en fait englober. Donc vous le voyez sur cet écran. Ces imageries, elles sont très diverses. Il y a une diversité donc, de centres de production, je l'ai évoqué précédemment, mais aussi une diversité de sujets, de techniques. Donc vous avez de l'imagerie religieuse, de l'imagerie militaire, des contes, des fables, des images historiques, beaucoup d'imagerie et de jeux également pour enfants. Donc, quand on parle d'imagerie populaire, on ne peut pas imaginer que ce terme puisse recouvrir en fait une telle diversité sur le XVIIe, le XVIIIe et le XIXe siècle. C'est vraiment des imageries qui sont très diverses à tout point de vue. En fait, l'histoire de l'art juge pertinent de catégoriser les productions artistiques. Donc, on va parler d'art populaire qui va se différencier nécessairement d'un art qu'on va appeler savant. Et en fait, cette dichotomie entre populaire et savant s'affirme surtout en fait, à partir de la Renaissance, notamment lorsque sont désormais distingués art et artisanat, et lorsque l'on reconnaît en fait, à l'art sa véritable sorte de dimension en fait, intellectuelle, et qu'il accède au rang des arts libéraux, c'est-à-dire au rang des arts les plus nobles et les plus estimables. Alors, à partir de là, on va distinguer un art savant, un art d'élite et un art populaire qui pourra être jugé de façon plus ou moins dépréciée. Donc ces productions populaires, elles vont être jugées en comparaison avec l'art savant et on va plutôt voir finalement ce qu'il n'est pas en comparaison avec cet art savant plutôt que d'avoir une l'estime de ce qu'il est véritablement. Alors si cette distinction nette et assez ancienne, on le voit, parce qu'il faut remonter à la Renaissance. En revanche, l'expression même d'art populaire, elle est un petit peu plus récente, puisqu'elle apparaît au XVIIIe siècle, et elle va s'épanouir surtout au XIXe, notamment lorsque les consciences nationales en fait, vont se réveiller dans chaque pays, et que vont apparaître justement les notions de folklore et les notions d'ethnographie. C'est le moment où apparaissent les musées d'ethnographie. Je vous ai mis par exemple celui du musée du Trocadéro qui ouvre à Paris en 1878. Alors, le terme populaire et le terme peuple dont il dérive peuvent revêtir plusieurs sens. Le sens du mot peuple va varier, je pense que vous aurez l'occasion pendant ces 3 jours d'en entendre parler largement. Le sens du mot peuple va varier en fait en fonction du contexte dans lequel le terme sera utilisé. Je ne vais pas vous faire un déroulé complet de ces différents sens, qu'on en aurait pour des heures. Simplement, je voudrais vraiment poser le sujet en distinguant deux notions. Donc, il y a d'abord ce qu'on peut estimer comme étant le peuple-nation, qui est la définition finalement la plus restrictive du peuple et qui va désigner en fait un ensemble d'individus qui vont constituer une nation et qui vont être soumis aux mêmes lois et sans distinction de classe sociale. On va parler du peuple français pour désigner la nation française.
Et puis il y a un autre sens, et c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le peuple dans sa dimension sociale. Donc là, le peuple va désigner en fait la frange la plus modeste d'une société donnée, et on va parler ici de peuple-classe, pour désigner la classe sociale. Mais cette catégorie de peuple-classe, si on peut l'appeler ainsi, il y a aussi des façons diverses de l'appréhender, soit de façon finalement très positive, en portant un regard noble sur cette classe sociale qui va avoir un imaginaire autour, une classe sociale qui va travailler de ses mains, qui va être considérée comme brave, courageuse, soit au contraire de façon très négative, et là le peuple va pouvoir être désigné comme la populace, celle qui peut être vulgaire, violente, manquant d'éducation. Et finalement, ces deux façons de voir diamétralement opposées, eh bien, elles se retrouvent plus ou moins dans l'estime qu'on peut avoir de l'art populaire, puisque soit on va louer sa forme de naïveté, de simplicité, une certaine forme de force aussi et de pureté, soit au contraire on va le mépriser, et alors là la naïveté va être jugée en fait maladresse et sera preuve d'un manque de culture et d'enseignement classique. Mais pour revenir à la question qui nous préoccupe particulièrement, qu'est-ce qui est populaire en fait? En quoi ces imageries sont-elles populaires? Est-ce que c'est une imagerie du peuple, d'un peuple? Est-ce que c'est une imagerie pour le peuple? Est-ce qu'elle se distingue du reste de la production par sa destination, en fait, par ses consommateurs? Est-ce qu'elle s'en distingue par les techniques qui sont employées pour la fabriquer? Est-ce qu'elle s'en distingue par ses sujets? Bref, vous voyez, il y a autant de questions en fait, à se poser pour essayer de circonscrire le sujet. Alors, on va commencer par aborder la question sous l'angle le plus simple. L'imagerie populaire est-elle réalisée pour le peuple? Donc là, c'est vraiment la question la plus simple. La réponse, elle est oui, elle est réalisée pour le peuple. Effectivement, dans un certain sens, on peut dire qu'elle est à destination du peuple. Elle est populaire sur le plan de son accessibilité, en réalité, puisqu'en fait, elle est tirée à des milliers d'exemplaires, elle est bon marché, et donc elle est accessible à toutes les bourses, et même les plus modestes. Donc les peuples des villes, les peuples des campagnes, donc les ouvriers, les paysans, et dans une certaine mesure aussi la petite bourgeoisie, va être cliente de ce type de production. Elle est également accessible à une large audience, donc rendue populaire sur le plan géographique aussi, puisqu'elle est distribuée jusque dans les campagnes les plus reculées grâce au système de colportage que vous connaissez peut-être, les colporteurs qui, depuis le XVIe siècle, eh bien, sillonnaient les villes, les villages, et jusque dans les contrées vraiment les plus reculées, et acheminaient différents produits, que ce soit des articles de mercerie, des bondieuseries, mais également aussi beaucoup d'images. D'ailleurs, il est à noter, petit aparté, mais qui me semble important, il est à noter que les premières gravures occidentales, qui apparaissent vers la fin du XIVe, début du XVe, en fait, ont été réalisées dans ce but. Ce but qui était de mettre des images à la portée en fait, du plus grand nombre. Donc il faut bien avoir en tête que l'art de la gravure, au départ, avant d'être réinvesti par les artistes plus intellectuels et plus savants, eh bien, il est, cet art, par essence, l'art du multiple, et donc forcément, par là même, une sorte de premier média de masse, en réalité. Maintenant, concernant ces images et leurs thématiques, est-ce qu'elles correspondent spécifiquement aux aspirations du peuple et par là même, est-ce qu'elles sont complètement séparées, en fait, du monde savant? Alors cette question est un peu plus compliquée. On y a répondu de façon diverse au fil du temps. Je voulais faire un petit aparté qui me semble indispensable à consacrer un moment à Champfleury, au milieu du XIXe siècle, que vous connaissez sans doute, qui était très proche du peintre Courbet, défenseur du mouvement pictural réaliste, et qui s'est intéressé à l'imagerie populaire. Il a été vraiment un personnage très important dans cet intérêt qui est né en fait, au milieu du XIXe siècle pour l'imagerie populaire. Là, je vous ai mis évidemment le tableau très connu, l'atelier du peintre par Gustave Courbet, dans lequel ce fameux Champfleury est représenté, vous le voyez à droite. Et Champfleury a écrit un ouvrage vraiment fondamental qui s'appelle l'Histoire de l'imagerie populaire. Et dans cet ouvrage, il cherche à revaloriser une production qui, jusque-là, était assez largement méprisée par les élites. Sa position, elle est très claire. Les productions populaires seraient en fait les reflets de l'âme du peuple. Je cite, c'est vraiment, je reprends ces mots. Elles seraient les produits d'une sorte de génie populaire. Et à travers elles, du coup, se devineraient les préoccupations et les croyances du peuple.
effectivement, un certain nombre des thèmes traités restent plus ou moins immuables en fait, à travers le temps. Je vous ai pris un exemple, mais j'aurais pu en prendre de nombreux. Le fameux thème du degré des âges, en fait, qu'on trouve. Alors là, je vous ai mis des exemples uniquement du 19e siècle, mais ce thème, en fait, naît à partir du 16e siècle en Europe. Et effectivement, il traverse véritablement l'imagerie populaire, toutes frontières confondues. Je ne vais pas vous en parler très précisément, mais en gros, l'idée, c'est de montrer les différents âges de la vie selon un schéma bien défini. Vous voyez différentes marches. En fait, vous voyez toujours le même couple, finalement, qui va traverser les âges et à chaque âge, finalement, va être dévolu un rôle dans la société, donc selon une vision de la société qui est très, très codifiée. Plus tard, au XXe siècle, on va plus ou moins dénoncer cette vision des choses qui tend à voir l'imagerie populaire uniquement comme étant le reflet de l'âme, une âme populaire, comme s'il existait une âme du peuple séparée du reste. Parce que cette vision des choses, finalement, elle donnait certes ses lettres de noblesse à l'imagerie populaire, mais elle en faisait quand même une sorte de création à part, et du coup, en fait, contribue encore une fois à compartimenter les différents univers artistiques, avec un art savant bien séparé de l'art populaire. Alors Jean Cuisonnier, que vous connaissez aussi peut-être, eh bien lui va refuser cette dichotomie qu'il va juger en fait trop clivante à ses yeux. Il va au contraire chercher à avoir en fait à établir en fait des liens entre l'art savant et l'art populaire, et voire même une sorte d'équivalence. Alors il va valoriser les liens très forts qui unissent les deux. Et pour lui, l'idée selon laquelle les images populaires et même l'art populaire dans son ensemble seraient réalisés en vase clos, elle est totalement inopérante et elle est même fausse. Donc d'après Cuisonnier, l'idée de Champfleury d'un art issu d'une sorte de génie du peuple, eh bien, est un pur fantasme. Et finalement, les choses sont en réalité beaucoup plus complexes que ça. Et effectivement, la chose est connue, elle est bien connue, on sait aujourd'hui à quel point la culture populaire et la culture savante s'influencent mutuellement, avec beaucoup de passerelles entre les deux sphères de création, que l'on songe à la musique par exemple, avec de nombreux échanges. Mais dans le domaine de l'imagerie aussi, les liens sont extrêmement forts. Et en fait, l'art savant, si vous voulez, va constituer en quelque sorte une sorte de réservoir, de motifs que les graveurs populaires vont copier vraiment abondamment. Et en fait, une bonne partie du travail que je réalise au musée, entre autres, lorsqu'on s'intéresse à l'imagerie populaire, eh bien, il va justement consister à retrouver ces fameux modèles. Bon, là, souvent, évidemment, le modèle original est facilement identifiable. Là, évidemment, on n'a pas beaucoup cherché pour savoir quel était le modèle de cette Sainte Seine réalisée, éditée chez Pellerin à Épinal. Et cette image, en fait, qui est éditée à Épinal, elle est au milieu, dans les années 1830. Et donc, vous remarquerez le décalage dans le temps qu'il y a entre cette image réalisée bien des siècles après l'œuvre de Léonard de Vinci. Parce qu'en fait, pour ces images, eh bien, l'effet de mode, finalement, n'a pas vraiment de prise. Pour les graveurs, pour les imagiers, c'est vraiment le motif en fait qui va compter. Peu importe de quelle époque il est, et d'ailleurs peu importe finalement l'artiste. D'ailleurs, Léonard de Vinci n'est absolument pas cité dans la lettre de la gravure. On s'en fiche un peu au final. L'idée, c'est d'avoir un motif à disposition. Et la notion de plagiat, de toute façon, n'a pas vraiment cours à cette époque. Et la notion de référence non plus. On ne va pas du tout citer les artistes qu'on va copier. Donc c'est vraiment le motif et aussi sa disponibilité qui est importante. Alors bien sûr, vous vous en doutez, les graveurs d'Épinal, pour citer ceux-ci, mais je pourrais en citer d'autres dans d'autres villes, dans d'autres sphères géographiques, ils n'ont pas eu l'œuvre de Léonard sous les yeux directement. Ils l'ont copié en fait en se servant d'intermédiaires que l'on doit évidemment bien sûr rechercher. Je vous donne aussi un autre exemple qui est une œuvre copiée donc, des années 1840, éditée aussi chez Pellerin à Épinal, et qui est copiée d'après un tableau de Raphaël conservé au Louvre, qui est la Sainte Marguerite. Je vous parlais à l'instant des modèles intermédiaires. Là encore, vous vous doutez bien que cette œuvre n'a pas été copiée directement sur le motif.
Et l'idée, c'est de réussir à dresser une sorte finalement d'arbre généalogique pour essayer de comprendre comment les images ont pu circuler, de quelles images ils ont pu s'inspirer. Là, ce sont des suppositions. On a imaginé que cette image de pèlerin avait pu être réalisée, avait pu être copiée d'après une image réalisée rue Saint-Jacques. On le sait, les tailles douces de la rue Saint-Jacques étaient un réservoir de motifs très important. Les images circulaient énormément. Et cette image-là, elle-même, a pu s'inspirer de gravures plus savantes. Donc là, je vous en mets 3, mais peut-être que la chaîne des intermédiaires est finalement peut-être encore plus longue que ça. Et d'ailleurs, à ce propos, on voit un petit peu les limites de cette catégorisation entre populaire, savant, puisque finalement, à partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'on tombe dans le populaire? Est-ce que cette image de Chéreau, finalement, elle est populaire ou est-ce qu'elle est quand même dans le domaine savant? On peut imaginer une catégorie qui serait un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a le terme de semi-populaire qui existe pour désigner justement ces imageries parisiennes qui ne sont pas tout à fait de l'imagerie savante, puisqu'elles sont quand même accessibles au plus grand nombre, mais qui gardent un certain savoir-faire, un beau faire, un beau style. Donc vous voyez, si ce découpage, il peut être intéressant, il a quand même toutefois ses limites à partir du moment où les critères finalement ne sont pas complètement définis. Donc tout ça reste finalement assez subjectif. Aujourd'hui, je dirais que le regard posé sur l'imagerie populaire, finalement, il se trouve à mi-chemin entre la position de Champfleury, qui voyait en fait en elle une production à part, fruit du génie du peuple, et la position de Cuisonnier, et Georges-Henri Rivière notamment, que vous connaissez aussi certainement, qui tendait à mettre l'imagerie populaire et l'imagerie savante sur le même plan. Donc aujourd'hui, on est conscient des liens qui sont très forts entre imagerie populaire et art savant, mais on a quand même en tête, on garde à l'esprit leurs spécificités quand même respectives. Et à cet égard, la grande série d'images napoléoniennes, éditée chez Pellerin à Épinal dans les années 1830 et qui regroupe environ 70 images, elle est intéressante pour étudier ce phénomène de copie et de réappropriation, puisque la plupart de ces images qui ont été réalisées, en fait, copient de grands tableaux, ou des gravures d'ailleurs, qui ont été commandées soit par Napoléon lui-même, soit plus tard par Louis-Philippe. Par exemple, une de ses œuvres, la bataille d'Iéna, qui est copiée sur une gravure savante. Donc là, je voudrais qu'on s'y attarde un petit peu. En fait, on peut facilement porter un regard négatif sur cette relation, sur ce rapport, sur ce phénomène de copie, et ne voir finalement dans l'imagerie populaire qu'une version un petit peu abâtardie de l'art savant, finalement dénaturant l'œuvre originale avec des couleurs criardes, des personnages qui sont un petit peu esquissés de manière un peu maladroite, une certaine raideur dans la composition. Mais on peut aussi y voir des œuvres finalement qui opèrent des choix conscients et non pas seulement dus à de la maladresse, mais en fait qui vont poursuivre des buts précis. Donc vous voyez ici que le graveur, il a complètement évacué l'immense arrière-plan qui se retrouve un petit peu schématisé et il a regroupé en fait sa composition sur un seul groupe de personnages qui se retrouve du coup au premier plan et monumentalisé. Donc il s'agit vraiment ici de créer une scène qui soit accessible à un vaste public. Il faut que l'action, la narration représentée, soit immédiatement compréhensible. Ce qui explique du coup qu'on a un peu évacué ce qui a été jugé comme du superflu. Et surtout, vous vous en doutez, il s'agit de bien rendre visible le personnage de Napoléon. Et alors qu'il était un petit peu finalement perdu dans cette foule sur la gravure originale, eh bien, il se retrouve clairement sous les feux de la rampe dans l'imagerie populaire. Donc vous voyez que la gravure populaire n'est pas uniquement de la copie servile, mais que les graveurs opèrent finalement des choix conscients pour poursuivre des objectifs spécifiques, pour répondre à des besoins, là aussi, tout aussi spécifiques. Alors cette œuvre, éditée chez Pellerin, elle est signée François Georgin. Là aussi, ça pose la question des artistes qui sont derrière ces œuvres. En général, les artistes ne signent pas. C'est assez rare. Là, François Georgin fait partie de ces artistes qui signent. Mais force est de constater quand même que l'anonymat fait partie pleinement de l'imagerie populaire et il fait aussi partie de l'idée qu'on se fait de l'imagerie populaire. On a quand même des cas exceptionnels qui viennent contrecarrer cette vérité puisque François Georgin a signé.
À la fin du XXe siècle, parfois, on continue encore à ne pas y voir des œuvres d'artistes, mais encore une fois des productions sorties de l'esprit du peuple, et ce de façon un peu anonyme et indistincte. Par exemple, René Perroux, un historien de l'imagerie, est très important, qui a porté un regard sur cette série et qui a écrit cette phrase pour désigner cette grande série, cette grande épopée napoléonienne, en la comparant à la colonne Vendôme, en disant que c'est la colonne Vendôme sortie des mains pieuses du peuple. Donc encore une fois, on a deux idées dans cette expression. À la fois, on voit ces productions comme une sorte de produit issu d'un magma un petit peu indistinct, le peuple de manière générale, sans identité d'artiste véritablement. Et puis, il y a ce mot « main » aussi qui est très important, qui ramène justement à cette notion un petit peu d'artisanat et non pas forcément de création intellectuelle. Donc, comme si on était encore ramené à quelque chose de moins artistique et de plus manuel finalement que les grandes créations savantes. Au-delà de ça, populaire, le mot populaire, l'expression, peut aussi désigner le mode de réalisation de l'œuvre, c'est-à-dire à savoir une pratique qui est issue en fait d'un mode d'apprentissage qui se transmet dans les ateliers, de maître à apprenti, et ce en dehors en fait des circuits de l'enseignement académique. Donc il s'agirait de gens formés sur le tas en quelque sorte, qui n'auraient pas reçu un enseignement académique, qui auraient intégré en fait des savoir-faire ancestraux qui se transmettraient de génération en génération. Et à ce titre, le cas de Charles Pinault, il est assez intéressant. Là, je vous mets des dessins préparatoires ainsi qu'une gravure, une fameuse historiette à plusieurs cases qui sont légion dans l'imagerie populaire. Charles Pinault, c'est un dessinateur très important dans l'histoire de l'imagerie d'Épinal. Et contrairement justement aux graveurs de la vieille école, eh bien, il ne se forme pas sur le tas, mais à l'école des Beaux-Arts de Paris. Donc en fait, il va même intégrer justement l'atelier de Paul de la Roche, qui est un célèbre peintre d'histoire très, très reconnu. Et ça n'est qu'ensuite qu'il est engagé chez Pellerin. Et là, vraiment, il va y apporter un vent de modernité, tant dans les thèmes choisis et traités que dans le style. Donc vous pouvez le voir, je pense que le dessin se passe de commentaires, c'est un dessinateur extrêmement talentueux. Et donc on peut se demander finalement, est-ce qu'on a encore affaire à de l'imagerie populaire finalement? Si on considère qu'est populaire une création fruit d'un enseignement non académique, alors finalement non. Et pour autant, Charles Pinault va travailler dans une firme qui produit de l'imagerie populaire. Donc vous voyez que les choses sont un petit peu plus compliquées que ce qu'on peut l'imaginer. Et le cas de Pinault me permet également d'aborder, pour finir, la question de la technique, justement, qui est censée être un peu immuable dans le temps, dans l'idée qu'on se fait de l'imagerie populaire et transmise, je le disais, de génération en génération. Puisqu'au moment où cet artiste travaille, donc c'est au milieu du XIXe siècle, la lithographie va détrôner la traditionnelle gravure sur bois. Alors, est-ce qu'on peut encore parler d'imagerie populaire si c'est de la lithographie? Certains historiens répondent que non. Pour eux, l'imagerie populaire, l'imagerie ne peut être qualifiée de populaire que si elle est gravée sur bois. D'après eux, l'adoption de la technique de la lithographie à partir du milieu du XIXe siècle par des imageries provinciales, couplé au mode de fabrication du coup qui devient industriel, eh bien, en quelque sorte, ces deux éléments, ils vont sonner le glas de l'imagerie populaire traditionnelle gravée sur bois. Mais à contrario, d'autres historiens englobent aussi la lithographie pratiquée dans les centres provinciaux comme étant de l'imagerie populaire. Donc du coup, vous voyez, je suis allée un petit peu vite, puisque je n'ai pas finalement beaucoup de temps, mais je voulais juste vous donner quelques pistes de réflexion pour savoir exactement ce qui était de l'imagerie populaire, où est-ce qu'on doit s'arrêter, qu'est-ce qui en relève et qu'est-ce qui n'en relève pas, sur quels critères. Vous voyez que selon les historiens et les façons d'appréhender les choses, eh bien, les réponses divergent, les critères sont différents. Donc la question vraiment est très ouverte et elle ne tolère pas les réponses tranchées. Donc vous avez vu qu'il y avait une grande variété de productions, une variété de techniques, une variété de cas particuliers. Et moi je pense que plutôt que de parler d'imagerie populaire dans son ensemble, au singulier, peut-être qu'on devrait parler des imageries populaires, au pluriel, puisqu'elles sont extrêmement diverses. Et peut-être qu'on devrait aussi parler finalement d'images de société
qui serait un terme un peu plus englobant, qui serait peut-être plus juste que de parler d'imagerie populaire. Et je vous laisse sur les adieux de Fontainebleau, qui est encore une fois une image réalisée, qui fait partie de cette grande épopée napoléonienne, qui est de circonstance. Voilà, je vous remercie. Alors, on en a du début du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle aussi. Par exemple, les images éducatives de Montmorillon, les images qu'on mettait dans les salles de classe, elles sont aussi considérées dans cette imagerie populaire. Mais les frontières, en fait, elles sont assez floues, donc on peut faire rentrer beaucoup de choses dans l'imagerie populaire. Vous avez un logiciel qui permet de faire des recherches par critères? Oui, on a une base de données qui permet de faire ce genre de recherche, oui. Et du coup, vous, c'est vraiment l'imagerie populaire. Parce que dans la dénomination du musée, c'est oui. pas ce que vous avez retenu. Non, on n'a pas retenu parce que, comme je disais au début, on a vraiment envie de casser un petit peu les frontières dans le sens où dans nos expositions, on fait beaucoup, et on replace en fait ces images-là dans un contexte culturel plus large, avec des créations dites plus savantes, également de l'art contemporain. Au niveau des thèmes, on essaye de montrer que certaines préoccupations pouvaient être communes au XVIIIe, au XIXe siècle et encore aujourd'hui. Par exemple, le degré des âges, ça peut être encore des réflexions qui peuvent intéresser les artistes encore aujourd'hui. Je parle du degré des âges, mais ça peut être beaucoup d'autres choses.